Écoute bien, Emmanuel Macron. Tu croyais pouvoir nous effacer, dissimuler derrière les écrans du cyberespace. Mais aujourd'hui, c'est ta propre machine qui s'effondre en ruine fumante. Tu as lancé une attaque invisible, pensant étouffer l'indépendance monétaire du Burkina Faso, anéantir dès l'aube la révolution financière africaine. Ce coup d'État numérique, sophistiqué au-delà de tout ce que l'on imaginait, exploitait des failles jamais recensées. Camouflée sous d'innombrables couches de serveurs dispersés sur tous les continents, ton offensive employait des outils capables de rayer une nation de la carte numérique. Mais il ne s'agissait pas d'un simple piratage, c'était une guerre menée par l'État français, au sommet du pouvoir, pour défendre un privilège colonial séculaire. Ce que tu n'avais pas anticipé, c'est l'émergence d'une Afrique nouvelle, solidaire et visionnaire. L'attaque a été traquée, attribuée sans équivoque à la France. Grâce à l'alliance des plus brillants cerveaux cybernétiques africains, épaulés par des partenaires russes et chinois, chaque assaut porté contre le Burkina Faso s'est transformé en boomerang dévastateur. Les réseaux militaires français, leurs bases de données ultra protégées, les systèmes financiers jugés invulnérables, tout a été méthodiquement ciblé et démantelé. En moins de 24 heures, les défenses numériques françaises se sont écroulées, leurs secrets d'État exposés, la crédibilité internationale du pays piétinée. L'arrogance coloniale s'est muée en débâcle national, retransmise en direct sous le regard incrédule des chancelleries du monde entier. Le choc a secoué jusqu'aux fondations de l'ordre mondial. Désormais, l'enjeu dépasse la seule souveraineté du Burkina Faso. C'est l'Afrique tout entière qui joue sa place, son destin. Si la riposte échoue, c'est l'humiliation, la dépossession de toutes nos ressources, la perte de tout contrôle sur nos données, nos vies, notre avenir. Mais si elle réussit, une frontière infranchissable s'imposera. L'Afrique ne sera plus jamais un laboratoire pour les ambitions numériques des vieux empires. Comment ce retournement spectaculaire a-t-il pu se produire ? Quelles alliances secrètes, quelles stratégies inédites ont permis à une nation africaine de transformer une agression en victoire éclatante, bouleversant l'équilibre du cyberpouvoir mondial ? Pour comprendre ce renversement inattendu, il faut remonter au premier signal d'alerte capté à Ouagadougou. C'est là, dans l'ombre, qu'a débuté la contre-offensive africaine. Tout commence par un frémissement à peine détectable dans les réseaux stratégiques du Burkina Faso. Quelques anomalies minuscules effleurent d'abord les pare-feux de la banque centrale, des communications officielles et des systèmes militaires. Sous cette surface calme, une manœuvre d'envergure, pilotée par une puissance d'État décidée à préserver son héritage colonial, s'installe dans l'ombre. Au cœur de la nuit, des analystes en cybersécurité sonnent l'alerte. Ils identifient une intrusion d'une rare complexité visant 3 piliers nationaux, finance, administration et défense. Les assaillants opèrent sans laisser la moindre trace ordinaire, exploitant des failles inconnues, ces fameux zero day, capables de contourner toutes les mesures de sécurité commerciale. Les attaques traversent une quinzaine de relais disséminés sur plusieurs continents. Chaque flux est masqué par des proxys sophistiqués, brouillant toute tentative d'attribution et ralentissant la riposte. La sophistication du camouflage trahit une préparation militaire et des moyens considérables. Les premiers rapports sont sans appel. L'opération dépasse tout ce que pourraient orchestrer des pirates isolés. Les outils déployés, la discipline méthodique et la coordination parfaite signalent l'intervention d'agences de renseignement aguerries. Le code, sa structure, sa discrétion, tout indique une offensive étatique menée avec des ressources quasi illimitées et des objectifs stratégiques. Le but est limpide, paralyser ou anéantir la marche du Burkina Faso vers une monnaie souveraine, hors de portée des anciennes puissances coloniales. Saboter la révolution numérique africaine, discréditer le dialogue avec les partenaires des BRICS, isoler la résistance sur la scène internationale. Tout est mis en œuvre pour étouffer le rêve d'indépendance, fragiliser les leaders et restaurer la domination d'une métropole en perte d'influence. La menace est totale. Si l'attaque aboutit, le Burkina Faso perd sa souveraineté financière et devient le symbole d'un échec continental. L'idée même d'autonomie africaine serait tournée en dérision, offrant aux intérêts étrangers un prétexte rêvé pour imposer à nouveau leur volonté politique, économique et numérique. Les infrastructures vitales risquent la compromission, les données sensibles l'exfiltration et la stabilité nationale le chaos. Mais dans cette architecture d'arrogance, une faille s'ouvre. Les assaillants, certains de leur supériorité, laissent en derrière eux des empreintes minuscules, disséminées dans chaque étape technique, chaque ligne de code, chaque relais numérique. Cette confiance démesurée va bientôt devenir leur point faible. Tandis que l'attaque s'intensifie,
Une poignée d'experts burkinabés, épaulés par un réseau africain soudé, se préparent à riposter. Ce qui semblait être une agression à sens unique va se transformer en une contre-offensive inattendue. Derrière chaque ligne de code, un fil d'Ariane, des traces infimes mais révélatrices. L'heure de la confrontation approche, le compte à rebours est lancé. Une coalition inédite naît dans l'urgence. Les plus brillants cyber-experts africains, épaulés par des alliés venus de Chine et de Russie, fusionnent leurs compétences. Sans relâche, ils scrutent chaque signal, chaque octet suspect, refusant de céder au découragement. 17 couches de faux-semblants numériques, proxy, relais, serveurs zombies, disséminés sur tous les continents, volent en éclats, une après les autres. Les serveurs en Roumanie, au Kazakhstan, au Brésil, en Afrique du Sud et ailleurs ne sont plus que des étapes, des mirages balayés par la ténacité de l'équipe. Mais ce sont les détails qui trahissent l'assaillant. Des commentaires codés en français, tapissés dans le malware, des horodatages calés sur le fuseau de Paris, des méthodes de chiffrement typiques de l'école française. L'anonymat se fissure, l'identité de l'agresseur émerge nue. Le couperet tombe. L'attaque provient directement de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, agissant sur ordre du sommet de l'État français. Nul ne peut plus nier l'implication de la France. Les preuves s'accumulent, implacables. À Ouagadougou, le président du Burkina Faso convoque un Conseil national de sécurité hors du commun. Ministres, généraux, responsables du renseignement découvrent, stupéfaits, l'ampleur de la machination visant à saboter la révolution monétaire africaine. La réponse sera foudroyante. Aucune plainte, aucun repli derrière les conventions internationales. Pas de diplomatie de façade. La riposte est décidée, massive, immédiate, hors de tout protocole classique. La stratégie choisie est radicale. Frapper la France là où elle se croit invulnérable. Saboter ses infrastructures militaires, infiltrer ses réseaux de renseignement, perturber ses flux financiers. Désorganiser ses centres de commande, exposer ses failles, briser ses certitudes numériques. Le risque est colossal. Prendre l'initiative d'une cyberguerre ouverte, c'est ouvrir la porte à l'inconnu, à l'escalade. Mais c'est aussi affirmer au monde entier que l'Afrique ne pliera plus. Désormais, elle défend sa souveraineté numérique, impose sa propre force et trace une frontière nouvelle dans le cyberespace. Rien n'est caché. La riposte devient manifeste, un acte politique assumé. L'Afrique regarde l'ancienne puissance coloniale droit dans les yeux et refuse de reculer. Un nouveau chapitre s'écrit où la peur change de camp. La riposte africaine s'amorce, chaque seconde compte. Les premières contre-attaques frappent déjà les systèmes français, déclenchant la stupeur à Paris. En quelques heures à peine, la France s'effondre dans un cauchemar numérique qu'elle croyait réservé à d'autres. À l'aube, la fierté technologique de l'État français est frappée de stupeur. Depuis Ouagadougou, une riposte africaine d'une précision militaire sans précédent prend le pays à revers. En moins de 6 heures, toutes les défenses cybermilitaires françaises sont démantelées une à une. Les réseaux de commandement, les centres de contrôle, les satellites de surveillance, chaque point névralgique s'éteint, chaque terminal affiche le même écran noir. Les experts, impuissants, assistent à la paralysie complète de l'appareil de défense. La DGSE, pilier du renseignement français, subit l'humiliation suprême. Les secrets d'État, les identités d'agents, les opérations clandestines partout dans le monde, tout est exfiltré, exposé sur la scène internationale. En quelques minutes, c'est la panique, partenaires trahis, agents menacés, opérations ruinées, réputation détruite. Les médias s'emparent du scandale, déchaînant une tempête politique. La confiance dans l'État s'effondre. Sur les marchés, la secousse est immédiate. La bourse de Paris s'effondre, les banques françaises voient disparaître plusieurs milliards d'euros en une seule journée. Les investisseurs prennent la fuite, redoutant d'autres révélations. L'image d'une France invulnérable, maîtresse de la technologie, vole en éclats. Les entreprises cyber-françaises perdent toute crédibilité, incapables d'expliquer comment une contre-offensive africaine a pu pulvériser leur défense. Paris, abasourdi, se mure dans le silence. Les conférences de presse d'urgence sont annulées, la communication officielle se réduit à des silences gênés. Les diplomates français sont dépêchés dans toutes les capitales pour tenter de sauver les apparences, mais la crédibilité s'évapore. Les partenaires européens et américains exigent des comptes, pendant que certains alliés africains savourent discrètement une revanche longtemps attendue. L'onde de choc dépasse les frontières françaises. Dans les rédactions du monde entier, analystes et experts décryptent l'événement. Pour la première fois, une coalition cyber afropolitaine non seulement résiste à une attaque occidentale, mais la retourne avec une efficacité foudroyante.
La souveraineté numérique africaine devient une réalité, reconnue par les puissances et les marchés. Sur les réseaux sociaux, l'exaltation est contagieuse. De Dakar à Johannesburg, de Bamako à Nairobi, la jeunesse africaine célèbre une victoire historique. Pour la première fois, l'Afrique n'est plus une cible, mais une puissance affirmée, capable de défendre ses intérêts et d'imposer le respect. Le mythe français d'une invulnérabilité cyber tombe en poussière. L'Afrique gagne en légitimité et inspire de nouvelles vocations. Le centre de gravité du cyberespace se déplace. Pourtant, cette victoire fulgurante n'est qu'un début. Il faut maintenant transformer ce succès en doctrine, bâtir une architecture commune pour garantir durablement la souveraineté numérique du continent. Le défi qui attend la coalition africaine est immense. Consolider cette percée, éviter la dispersion et préparer la riposte aux contre-attaques inévitables. C'est un basculement silencieux mais mondial. Les nations africaines, unies, deviennent inatteignables. En ce moment précis, un pacte numérique inédit prend forme, sous les projecteurs de la planète. Là où la division ouvrait la porte à l'ingérence, l'Afrique forge la toute première alliance panafricaine de cyberdéfense. 20 pays, une seule chaîne de commandement. Partage du renseignement, riposte instantanée, ressources mutualisées, intelligence collective, les failles se referment, rendant la prédation extérieure impossible. Loin de l'isolement, l'Afrique choisit ses alliés avec acuité. La Chine apporte sa maîtrise de l'intelligence artificielle et des réseaux quantiques. La Russie partage ses techniques de cyberdéfense. L'Iran et la Corée du Nord, maîtres de la guerre asymétrique, transmettent leur savoir-faire en infiltration et riposte. Mais chaque partenariat est encadré. L'indépendance stratégique africaine demeure inviolable. Jamais une nation ne dicte ses choix. Le premier test, implacable, ne tarde pas. Des services occidentaux, CIA, GCHQ, Mossad, lancent une attaque coordonnée. Cette fois, la réaction est foudroyante. À l'instant où l'intrusion est repérée, la contre-offensive se déploie. Les serveurs américains s'effondrent, des infrastructures britanniques s'arrêtent net, les bases israéliennes sont effacées. Pour la première fois, les pertes frappent les agresseurs. L'Afrique, elle, s'empare de précieuses informations, renforce ses barrières et engrange un atout décisif. La dissuasion s'installe. Désormais, toute agression devient ruineuse. Les puissances d'hier hésitent, recalculent leurs priorités. S'attaquer à l'Afrique, c'est risquer une riposte immédiate et dévastatrice. L'équilibre mondial vacille. L'Occident tente de reprendre la main via de nouvelles conventions internationales, cherchant à restreindre la puissance africaine. Mais l'Afrique oppose un refus massif. Elle n'accepte plus de règles rédigées sans sa voix. Sa souveraineté numérique s'affirme sans compromis. Ne pas s'unir, c'est replonger dans la vulnérabilité chronique sous la coupe de donneurs d'ordres étrangers. Mais en s'unissant, l'Afrique protège bien plus que ses données. Elle préserve sa monnaie, sa politique, sa culture, pour aujourd'hui et demain. Mais la victoire n'est jamais acquise. Tandis que le continent savoure ce nouvel équilibre, de nouveaux défis émergent à l'horizon. L'ère où il fallait demander la permission est terminée. Désormais, l'Afrique écrit ses propres codes dans le cyberespace. Ce qui semblait autrefois une utopie est devenu un fait incontestable. Face à une attaque d'une finesse redoutable, conçue pour briser l'indépendance monétaire du Burkina Faso, l'Afrique a riposté avec une puissance que nul n'anticipait. Non seulement la menace a été neutralisée, mais elle a été retournée contre ses instigateurs. Le monde entier a assisté à cette leçon magistrale. Ce triomphe n'est pas le fruit du hasard. Il était né d'une solidarité nouvelle, de liens entre nations africaines forgés dans l'urgence et la confiance. Ensemble, elles ont repoussé l'agression, puis inversé le rapport de force. Un signal fort a été envoyé. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu pour les puissances extérieures. Elle devient un centre vital capable de défendre ses frontières numériques. Pour la première fois, la souveraineté numérique n'est plus un rêve ou un slogan, mais une réalité palpable. Les ressources du continent, ses données, ses infrastructures, tout ce qui fonde sa dignité, sont désormais protégés par une force de dissuasion crédible et respectée. Pourtant, le danger ne disparaît pas. Relâcher la vigilance serait fatal. Chaque hésitation pourrait rouvrir la porte aux anciens empires, toujours à l'affût de la moindre faille pour reprendre la main. Les risques sont immenses. Perdre la maîtrise de nos données, voir nos économies vaciller, subir l'humiliation sur la scène mondiale. Mais aujourd'hui, agir, c'est refuser cette humiliation. C'est décider de raconter nous-mêmes notre histoire face au regard du monde. Désormais, chaque citoyen africain sait que le numérique n'est plus réservé aux puissances d'hier. Toute tentative d'ingérence rencontrera une résistance farouche et une riposte implacable. La souveraineté ne s'achète pas.
Elle se conquiert, elle se protège chaque jour par la vigilance, l'innovation et l'unité. C'est le nouvel équilibre. Un continent debout, capable de dissuader, de répliquer et surtout d'imposer ses propres conditions dans l'ordre cybernétique mondial. L'Afrique n'attend plus de feu vert. Elle trace sa voie, décidée à bâtir un futur où la technologie sert les ambitions africaines, sans compromis ni concession. Car désormais l'enjeu est clair, rester maître de notre souveraineté ou tomber dans les pièges du passé. Renoncer à l'action, ce serait abandonner tout ce qui a été construit. Avancer, c'est ouvrir un chapitre inédit de notre puissance collective. Mais pour saisir toute la portée de ce bouleversement, il faut revenir sur les racines historiques du contrôle monétaire en Afrique et sur les précédents mondiaux de guerre numérique. À maintes reprises dans l'histoire, la technologie a servi d'outil de domination ou de libération. Cette fois, c'est l'Afrique qui change la donne. Souvenons-nous par exemple de la crise du système monétaire européen dans les années 70. Sous la pression des marchés et de manœuvres politiques, la France et l'Allemagne ont dû repenser entièrement leurs outils de contrôle financier, ouvrant la voie à l'Union économique et monétaire européenne. De la même façon, l'Afrique aujourd'hui impose un nouveau paradigme. La souveraineté numérique n'est pas une option, mais une condition d'existence. À l'image de la riposte estonienne lors de l'attaque massive subie en 2007, où Tallinn a résisté à une campagne de cyber-déstabilisation orchestrée depuis l'étranger, le Burkina Faso et ses alliés africains ont démontré que la résilience numérique n'est pas qu'une affaire d'infrastructure, mais de volonté politique, de collaboration transnationale et de confiance entre citoyens et institutions. Dans la pratique, cette mutation s'est traduite par des choix concrets. Le Burkina Faso, dès les premiers signes d'intrusion, a déclenché le Plan Rouge, une procédure d'alerte maximale inspirée des exercices israéliens de cyberdéfense, mobilisant en moins de 15 minutes des centaines d'experts répartis sur tout le continent. Ce réseau, initialement conçu pour lutter contre la fraude financière, s'est mué en cellules d'analyse et de contre-attaque coordonnées. Dans chaque capitale africaine, des cellules de crise se sont formées. À Dakar, une équipe de cryptographes a décodé en quelques heures la structure du malware français, mettant à nu son architecture. À Addis Abeba, un groupe d'ingénieurs a développé en urgence des correctifs pour immuniser les systèmes du réseau bancaire panafricain. À Lagos, des hackers éthiques ont simulé des attaques miroirs pour piéger les assaillants et collecter davantage de preuves d'attribution. L'exemple du Nigeria est particulièrement parlant. Sa banque centrale, longtemps cible de tentatives d'ingérence étrangère, avait investi massivement dans la formation de hackers blancs, recrutant parmi les jeunes diplômés et les autodidactes issus des quartiers populaires de Lagos et d'Abuja. Cette jeunesse habituée à contourner les limitations techniques a apporté des solutions inédites, accélérant la contre-offensive. Le rôle des diasporas africaines a également été déterminant. Depuis Montréal, Londres ou Pékin, des experts en cybersécurité d'origine africaine, souvent formés dans les meilleures universités du monde, ont offert leur soutien bénévole. Ils ont partagé des techniques issues des laboratoires du MIT ou de l'université de Cambridge, permettant d'anticiper les mouvements des attaquants et de renforcer les défenses en temps réel. À Moscou, des analystes russes spécialisés dans la traque des cybermenaces occidentales ont identifié des schémas comportementaux propres aux unités françaises. Ces indices, croisés avec les observations africaines, ont permis de confirmer l'origine de l'attaque en un temps record. On se souvient qu'en 2018, lors de l'attaque contre le ministère allemand des Affaires étrangères, une coopération similaire avait été décisive pour remonter jusqu'aux auteurs russes présumés. Mais la vraie innovation a été l'intégration de l'intelligence artificielle africaine. Des startups du Kenya et de la Côte d'Ivoire ont déployé en quelques heures des algorithmes d'analyse comportementale capables de détecter les anomalies en temps réel et d'anticiper les futures offensives. Ces outils développés localement ont surpassé les solutions importées, car ils prenaient en compte les spécificités linguistiques, culturelles et infrastructurelles du continent. Ce n'est pas un hasard si, à la suite de cette victoire, l'Union africaine a lancé un vaste programme de mutualisation des ressources numériques, baptisé Bouclier Noir. Celui-ci prévoit la création de centres panafricains de réponse rapide, la formation de 10 000 experts par an et l'institution d'un fonds de souveraineté numérique alimenté par chaque État membre. Pour garantir la pérennité de cette architecture, l'Afrique a fait le choix de l'autonomie technologique. Des alliances ont été nouées avec l'Inde pour le développement de puces électroniques souveraines et avec le Brésil pour la fabrication d'infrastructures cloud décentralisées.
Ainsi, aucun fournisseur étranger ne peut désormais interrompre l'accès aux données d'eau vitale du continent. Les scénarios de simulation se sont multipliés, inspirés des exercices Cyberstorm menés aux États-Unis, mais adaptés aux réalités africaines. Chaque État membre doit organiser au moins 3 fois par an une répétition générale, impliquant non seulement les institutions, mais aussi les acteurs privés et la société civile. Les écoles secondaires participent à des concours de cybersécurité, instaurant une culture de vigilance dès le plus jeune âge. Dans le même temps, la diplomatie africaine s'est modernisée. Un corps d'ambassadeurs numériques a vu le jour, chargé de défendre les intérêts du continent auprès de l'ONU et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ces diplomates maîtrisent aussi bien le langage des protocoles informatiques que celui des négociations politiques. Leur mission: empêcher toute tentative d'imposer des normes internationales contraires aux intérêts africains. Sur le plan économique, des mesures concrètes ont été adoptées pour protéger les innovations locales. Un système de brevets panafricain a été instauré, empêchant toute appropriation étrangère des inventions développées sur le continent. Des fonds d'investissement souverains soutiennent les startups spécialisées dans la cybersécurité, garantissant leur indépendance face aux capitaux extérieurs. Le secteur bancaire, autrefois vulnérable aux attaques de type Man in the Middle, a instauré une double authentification biométrique, basée sur des critères adaptés à la diversité génétique et culturelle africaine. En cas d'alerte, un protocole de déconnexion rapide permet de couper l'accès à l'ensemble des comptes en moins de 2 minutes, évitant toute fuite massive de capitaux. La société civile, elle aussi, a été mobilisée. Des campagnes d'information ont sensibilisé les citoyens au risque du phishing, des ransomware et de la désinformation. Des plateformes d'alerte citoyenne ont été créées, permettant à chacun de signaler en temps réel des comportements suspects. Grâce à cette vigilance collective, de nombreuses tentatives d'intrusion ont pu être stoppées avant même d'atteindre leur cible. Pour renforcer la cohésion, les chefs d'État africains ont signé le pacte d'Accra, un engagement à ne jamais utiliser la technologie contre un autre État africain. Ce pacte, inspiré du traité de non-prolifération nucléaire, garantit que toute attaque contre un pays membre sera traitée comme une agression contre l'ensemble du continent. Cette solidarité inédite a dissuadé plusieurs puissances étrangères de renouveler leurs opérations d'ingérence. Au niveau international, l'Afrique a imposé la reconnaissance de sa souveraineté numérique lors du sommet mondial sur la gouvernance d'Internet. Pour la première fois, les grandes puissances ont dû négocier avec une délégation africaine unie, forte de ses succès et de son expertise technique. La voix du continent ne pouvait plus être ignorée. Ces avancées n'ont pas été obtenues sans sacrifice. Plusieurs experts ont été la cible de campagnes de harcèlement, de tentatives de corruption, voire de tentatives d'assassinat. Mais loin de céder à la peur, la communauté cyber-africaine a renforcé ses liens, multipliant les échanges, les formations croisées et les outils de soutien psychologique. Les universités ont adapté leur cursus, introduisant des modules obligatoires sur l'éthique numérique, l'histoire de la cyberguerre et la cryptographie avancée. Des échanges universitaires avec l'Asie et l'Amérique du Sud ont permis d'importer des savoir-faire complémentaires, tout en exportant les spécificités africaines. Sur le plan culturel, la victoire numérique du Burkina Faso et de ses alliés a inspiré une nouvelle génération d'artistes, de cinéastes et de romanciers. Des romans d'anticipation, des séries en télévisée et des documentaires racontent cette épopée, contribuant à forger une identité numérique panafricaine, fière de ses racines et tournée vers l'avenir. À titre d'exemple, le film Le Code d'Ouagadougou, sorti 3 ans après l'offensive, a rencontré un succès mondial. Il relate, à travers les yeux d'une jeune hackeuse, la lutte pour la souveraineté numérique africaine. Ce récit, mêlant fiction et réalité, est aujourd'hui étudié dans les écoles de plusieurs pays, y compris en France et aux États-Unis. Les entreprises privées, elles aussi, ont pris la mesure de ce changement. De nouveaux labels de cybersécurité africaine ont vu le jour, garantissant que les logiciels utilisés par les administrations et les banques respectent des normes édictées localement. Ce système, contrôlé par un consortium indépendant, a permis d'éradiquer nombre de failles insérées par des fournisseurs étrangers. Pour prévenir toute dérive autoritaire, des comités citoyens de surveillance ont été institués. Leur rôle, veiller à ce que les outils de cybersécurité ne soient pas détournés à des fins de répression politique ou de censure. Ces comités composés d'avocats, de journalistes et d'universitaires rendent des comptes publiquement chaque semestre. Sur le plan pratique, chaque famille a accès à une formation de base en hygiène numérique.
Des kits pédagogiques sont distribués gratuitement dans les écoles, expliquant les bons gestes à adopter en ligne. Les personnes âgées bénéficient d'un accompagnement spécifique afin d'éviter qu'elles ne deviennent les cibles privilégiées des escroqueries. Pour anticiper les risques futurs, l'Afrique a investi massivement dans la recherche sur la cryptographie quantique. Des laboratoires au Maroc, en Afrique du Sud et en Égypte travaillent sur des protocoles inviolables, capables de résister aux supercalculateurs des puissances étrangères. Ces recherches sont menées en partenariat avec des acteurs asiatiques, mais sous contrôle africain strict. Enfin, la mémoire de cette victoire est célébrée chaque année lors de la Journée de la souveraineté numérique. À cette occasion, des conférences, des hackathons et des cérémonies honorent celles et ceux qui ont combattu pour l'indépendance digitale du continent. Ce moment de recueillement et de fête rappelle à chacun que la liberté s'entretient, se défend et se renouvelle sans cesse. En définitive, le cas du Burkina Faso, loin d'être une exception, est devenu un modèle. D'autres continents, comme l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, s'inspirent désormais de l'expérience africaine pour bâtir leur propre défense numérique. Dans les forums internationaux, l'Afrique est devenue une référence, écoutée et respectée. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans un sursaut collectif. Face à la menace, le continent a choisi l'unité, l'innovation et la résilience. Il a prouvé que même face à une puissance dotée des moyens technologiques les plus avancés, la détermination, l'intelligence collective et le respect de la dignité humaine pouvaient renverser tous les pronostics. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une riposte technique, c'est celle d'une renaissance politique, culturelle et morale. Elle rappelle que la souveraineté, qu'elle soit monétaire, numérique ou culturelle, n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle se conquiert, se défend et s'incarne dans des choix quotidiens individuels et collectifs. À chaque étape de cette épopée, l'Afrique a dû faire face à ses propres contradictions, à ses fragilités, mais aussi à une volonté profonde de tourner la page du passé. En refusant la fatalité, elle a ouvert la voie à un avenir où le continent n'est plus seulement un enjeu, mais un acteur central de la révolution numérique mondiale. Et si demain, une nouvelle menace surgit, l'Afrique saura, forte de cette expérience, répondre avec la même audace, la même créativité et la même solidarité. Car l'essentiel n'est pas d'éviter les épreuves, mais de les transformer en occasion de croissance, de partage et d'émancipation. En refermant ce chapitre, n'oublions jamais la leçon fondamentale. La souveraineté n'est pas un don, mais un choix. Un choix à réaffirmer chaque jour, dans les actes et dans les mots, pour que jamais plus l'avenir du continent ne soit dicté par d'autres que lui-même. Voilà le véritable héritage de cette victoire numérique africaine. Un héritage à transmettre, à enrichir et à défendre pour aujourd'hui et pour les générations